Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour commenter l'actualité, vous le savez, à travers l'image, le son, les commentaires bien sûr, les coulisses, on va en parler, le meeting oui, le débat bien sûr, l'abstention également et les sondages et on en parle ce matin avec Laurent Bazin, bonjour. Bonjour. Journaliste, éditorialiste à TV5 Monde. Olivier Grégoire, bonjour. Bonjour. Conseillère en stratégie d'influence, agence Solicaire. Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Fondatrice du board et enseignante à Paris 13. Et Ludovic Delerge, bonjour. Christophe. Content de vous retrouver, cofondateur de Doculix. Alors, on va vous poser dans quelques instants les bases de ce débat de ce soir, tant attendu, avec Noé Grandillon. On va aller, c'est une exclue, dans toutes les coulisses de ce débat, mais avant, nous allons parler, bien évidemment, rapidement, avant de retrouver Noé, du débat. Quand on écoute, comme vous, bien évidemment, certainement, dans les radios, les télés et autres, bien sûr, ce soir, c'est le moment ou jamais. Ce soir, tout va, tout peut changer. Oui, non. Tout peut changer, mais non, ça n'est pas le débat qui va décider du futur président de la République. C'est la question que vous me posez. C'est ça. C'est non, pas sur une soirée, pas sur un débat. Ça n'empêche que c'est stratégique, bien sûr. Tout se joue pas, mais ça se joue en partie quand même ce soir, je pense. Tout ne se joue pas là, mais je voulais juste partager, c'est lundi matin, un peu de culture au petit déjeuner. Allons-y. Jacques Pilan, évidemment, l'opinion change d'elle-même l'image de celui qu'elle veut voir gagner. On verra ce qui va se passer dans les 2-3 jours qui va suivre, parce que je pense que la cristallisation peut quand même s'opérer ce soir. On va en reparler, je pense. Anne-Claire. Oui, il y a une chose à savoir, c'est qu'en fait, la politique à la télévision, ça reste avant tout de la télévision. Et donc le débat, ça sera exactement ça. C'est-à-dire que c'est effectivement un moment dans l'histoire qui se construise au fur et à mesure, à coup de tweets, à coup d'interventions, de meetings. Mais ça reste un peu des héros du feuilleton qu'on est en train de suivre. Alors il y aura un Comme avant depuis après. le mais début voilà. de cette campagne, on est assez dans le feuilleton et dans les héros. Voilà. Oui, un peu Ça, trop dans le feuilleton, d'ailleurs. Pour moi, c'est une étape cruciale qui va être déterminante, vraiment. Parce qu'on a, pour une fois, aligné côte à côte des gens qui fuient les médias en plus, à titre personnel, c'est-à-dire qu'ils envoient des représentants, mais on ne les voit pas souvent, et d'autres, et notamment ce soir se joue une ligne de démarcation très claire entre deux camps qui correspondent à deux projets de société, un qui est l'efficacité et l'autre qui est l'humain. Et là, on va pouvoir ranger les candidats de chaque côté de cette ligne, qui me semble aujourd'hui un point extrêmement crucial et vital dans cette campagne. Et avant de ranger les candidats sur cette ligne, le plateau, vous l'avez découvert depuis hier, bien sûr, à suivre sur TF1 21h et sur LCI également. Et puis, avant d'accéder au plateau, il y a bien évidemment les loges, là où ça va se passer. Et où ça va se passer, on retrouve Noé Grandillon. C'est rien pour vous en exclu. On va tout savoir et on va tout connaître. Oui, Christophe, je suis dans la loge de Marine Le Pen. Alors, vous le voyez, tout est prêt, il y a de quoi boire, de quoi manger. Il y a bien sûr un miroir pour se préparer également. Vous allez le voir, un écran de télévision. Et je peux déjà vous donner une info qui a du sens. Cette info, c'est que Marine Le Pen a droit à 6 soutiens dans ses loges, comme chaque candidat. Mais elle a décidé d'en avoir que 2, dont son attaché de presse. Preuve que finalement, eh bien, elle préfère être seule dans ces moments décisifs, cruciaux, juste avant le débat. Elle n'a pas besoin de conseils de ses lieutenants, par exemple, Florian Philippot. Elle préfère faire le vide, être seule. Marine Le Pen, qui vous le voyez, sera juste à côté de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, sur le plateau également, les deux candidats, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, seront côte à côte. Voilà qui risque peut-être sans doute d'irriter l'un ou l'autre des candidats. On sait que leurs relations sont parfois un petit peu difficiles. Autre loge, celle d'Emmanuel Macron, vous le voyez. Emmanuel Macron qui lui aura droit à ses 6 soutiens dans sa loge et il a décidé d'avoir parmi ces 6 soutiens le soutien de son épouse Brigitte qui vous le savez l'accompagne presque dans tous ses déplacements dans cette campagne. Emmanuel Macron qui a une loge un peu plus petite que celle des autres candidats, ça c'est le tirage au sort, mais Emmanuel Macron aura un autre avantage ce soir, il sera au centre des débats, au centre du plateau. Autre petit avantage pour François Fillon, dont vous voyez la loge ici. François Fillon, lui, aura le petit avantage d'ouvrir le bal, il parlera en premier ce soir, et puis tous ces candidats, Benoît Hamon également, passeront par cette loge HLC, maquillage, coiffure, vous le voyez. Il y a une planche à repasser qui est déjà prête. Il y a également bien sûr des miroirs. C'est là qu'ils se feront maquiller et coiffer. Début des hostilités ce soir à partir de 21h sur TF1 et sur LCI.
Merci beaucoup, Noé, adorable. Est-ce qu'il y a des chouquettes? Alors, je ne sais pas s'il y a des chouquettes. On a vu en tout cas qu'il y avait des viennoiseries, qu'il y avait des bonbons. Reste à savoir. Peut-être que grâce à Noé, au cours de cette journée, on le découvrira. Non, c'est important parce que c'est important psychologiquement avant un débat. Et je dis chouquettes en plaisantant parce que Nicolas Sarkozy avait besoin d'avoir ses chouquettes, notamment au petit déjeuner. Et du chocolat. Du chocolat, bien sûr. Et donc, tout compte dans ces moments-là. Et d'ailleurs, les candidats arriveront peut-être avec des choses. Peut mettre en péril un débat. En tout cas, ça tient un peu de Nicolas Sarkozy avait ses rituels et chacun a ses rituels dans ces moments-là, comme vous avez sans doute un rituel avant d'aller au maquillage le matin. Voilà, c'est comme un sportif avant de rentrer. Et si on n'a pas, alors justement, ce rituel-là, ça peut poser un problème. On peut être déstabilisé par rien dans ces moments-là. Alors, c'est des bêtes de scène, ils sont solides. Les uns et les autres, quoi qu'on en pense par ailleurs, quand on parle d'immaturité de l'un ou de l'autre, notamment d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a quand même l'habitude de prendre la parole. Pas forcément dans ces conditions-là. C'est ça qui sera nouveau pour lui. Mais voilà. Il y a quand même ces petites choses qui font que vous le sentez bien, quoi. Vous voyez ? Et puis on verra, pour éviter les faux plis, il y a bien évidemment, on l'a découvert, cette table à repasser. Qui s'en servira? On saura certainement ça au cours de la journée. On va bien évidemment revenir largement sur ce débat de ce soir. C'est important, et il y a de la communication, il y a de la préparation, et grâce à vous, on verra comment on se prépare à cette étape décisive, qu'on le veuille ou non. Mais avant ça, et pour bien comprendre l'enjeu de ce débat, tous les candidats se sont préparés à leur façon. Ce week-end, c'était à celui qui montrait ses muscles les plus forts, bien évidemment. Il y a eu un duel à distance, il y a eu Mélenchon-Hamon. Et on va commencer par les 250 000 personnes à la Bastille, entre République et Bastille, bien sûr. C'est Jean-Luc Mélenchon. Regardez cette séquence. Elle vous est préparée par Laura Bartou. Résistance. Si tu aimes Georges Jaurès, quitte le PS. J'en fais le serment. La réponse, ce sera non. Et petite précision, comme le faisait d'ailleurs justement remarquer Laurent Bazin, c'est un tic d'ailleurs de cette campagne, des images aimablement fournies par le candidat, par les candidats, effectivement, ce qui fait qu'on n'a pas, ce qui permet immédiatement de jauger le plan aérien, qui permet de voir si la République est noire de monde ou pas, etc., etc. Faire le boulot. Mais c'est très intéressant parce que toute cette campagne aura été rythmée par des images de meeting. Toutes celles que vous avez vues sont des images de meeting fournies par les candidats, c'est-à-dire avec aucun recul possible pour le journaliste. C'est pour ça que vous voyez fleurir sur Twitter, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, ces fameux contre-champs qui parfois vous révèlent que la salle de meeting pleine avec le joli drapeau qui s'agite devant le visage du candidat est en fait une salle de meeting à moitié vide. Et si je vous suis, pour essayer également d'expliquer certains comportements vis-à-vis de la presse, il est bon parfois, quand les portes sont fermées du meeting, que les caméras ne soient pas à l'intérieur. Mais, la presse est un témoin, enfin, ça démontre aussi une forte et globale professionnalisation de la communication politique. Il n'y avait que quelques candidats et quelques partis qui le faisaient. Nicolas Sarkozy avait commencé. Voilà. Les Républicains le font depuis quelques années. C'est intéressant de voir que même les candidats qui se défendent d'être des candidats communicants pratiquent l'expertise de la communication. C'est-à-dire la maîtrise de leur image. La maîtrise de l'image comme la maîtrise des messages. Alors revenons sur ces images que vous avez vues, démonstration de force avant le débat de ce soir. C'était aussi une stratégie en matière de communication et d'image. On parlera bien évidemment de Bercy dans quelques instants. D'abord la rue, avec Jean-Luc Mélenchon, très entouré. Jean-Luc Mélenchon, c'est la rue, son terrain de jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ces meetings sont assez impressionnants pour ça. C'est d'ailleurs calqué sur les ONG. Les ONG, les politiques, regardent ce qu'elles font. Elles ont des chartes graphiques, justement, avec tous ces drapeaux, des kits. On appelle ça des kits de guérilla en ligne. C'est-à-dire que vous téléchargez votre propre petit drapeau et vous arrivez à la manifestation avec quelque chose qui est bien verrouillé en termes de com, parce que vous avez justement le Il y a des kits de manifestants. Bien sûr. Comme des kits bien sûr. Et c'est ça qui vous permet justement d'avoir une forme d'homogénéité. Et ils ont très très bien compris ça. Et c'est vrai que Mélenchon est très très bon dans ils sont pas tous égaux. C'est assez innovant, Mélenchon. Mais la culture de Mélenchon est dans la rue, c'est vrai. Mais il y a 5 ans,
C'était pas du tout la même mobilisation. On avait quand même justement des contre-champs, dont parlait justement tout à l'heure Laurent, dont Yann Barthès du groupe avait révélé qu'il avait pris la parole et en fait il y avait 2000 personnes. Là, moi j'ai fait un meeting de chaque candidat. Ça y est, j'ai tout bouclé, j'ai tout fait, y compris... non, mais depuis 2 mois maintenant, y compris Front National, j'ai fait Fillon, enfin j'ai fait tout le monde. Il y a des choses quand même assez... Bon, déjà, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la professionnalisation de la communication. Ils ne sont vraiment pas tous égaux. Et on voit là la vitalité de la base. C'est-à-dire qu'il y a quand même moins de cadrage chez Mélenchon que chez d'autres, parce que les gens arrivent déjà très équipés. Mais parce qu'il y a... Avec leur kit. Parce qu'il y a une culture syndicale forte dans le parti, et dans le parti de gauche au départ. Donc il y a des gens qui arrivent déjà avec leur kit, effectivement, et par des groupes. Et comme le disait justement Anne-Claire, la culture, c'est la rue. Bien sûr. Et après, là, par exemple, sur Bastille République, ce qui est assez fou, c'est que ce qui s'est passé est quand même assez étonnant. Ce qui s'est passé samedi, très sincèrement, hein, et j'ai pas du tout un discours partisan, c'est quand même assez étonnant d'un point de vue d'ambiance. C'est-à-dire que le mot, il y a 5 ans, pour moi, c'était belliqueux. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était vraiment enragé, qui voulait... Là, le mot qui ressort après, c'est harmonie. Ce qui est assez étonnant. Et bienveillance. Et notamment... Et je c'est exactement ce que dit Vincent Payon de son candidat Benoît Hamon ce matin. La bienveillance, comme par hasard, nouvelle vertu de la politique. Mais ce qui est vraiment étonnant, et moi je vous donne un ressenti, c'est pas un élément de langage, et notamment sur un critère qui peut être débile, qui est la rapidité avec laquelle la place a été nettoyée, et avec laquelle tout le monde a aidé à débarriérer. J'étais vraiment surpris. Donc il y a... On pourrait même dire professionnalisme. Alors puisque nous sommes dans la bienveillance, je vous propose quand même d'écouter le candidat Mélenchon. Pas certain qu'il ait retenu quand même ce qualificatif. Allons-y. Il faut faire cette révolution citoyenne. Si vous ne voulez pas subir un coup d'État ethnique ou un coup d'État financier, ou les deux à la fois. Gérard était pas bonne. Alors le fond, bien évidemment, vous le voyez aussi par rapport aux candidats, puisqu'on en reparlera, il y a Bercy et ses prompteurs. Et là, vous avez le candidat Mélenchon, les feuilles à la main, il marche, c'est un peu du stand-up. C'est un peu du stand-up. En même temps, c'est pas nouveau que Mélenchon est un tribun, un orateur. Stand-up politique. C'est son ADN. Il bosse. C'est lui-même qui rédige la plupart de ses discours. Donc c'est toujours plus facile de dire un discours qu'on a soi-même écrit. Il y a une chose, moi, qui m'a Ça évite frappé, de repomper le même, d'ailleurs. De repomper le même ou ceux d'autres. Enfin bref. Une chose m'a frappé, ce sont les drapeaux. Il y a quelques années, dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, et tu dois pouvoir me confirmer, les drapeaux n'étaient pas bleu, blanc, rouge. Les drapeaux étaient rouges. La place de la République était faite de drapeaux bleu, blanc, rouge. On est aujourd'hui dans une élection qui est globalement identitaire. Et c'est intéressant de voir que dans le kit de guérilla urbaine, effectivement, de la France insoumise, ça n'est pas le drapeau rouge ou autre référence. C'est la France insoumise. C'est la France insoumise. Et c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Ce qui témoigne quand même aussi d'une républicanisation, en tout cas d'une volonté de Mélenchon et de la France insoumise, de cranter aussi dans l'échiquier politique gouvernemental. Mais alors c'est une volonté électoraliste ou c'est une vraie volonté? Il est comme ça, Jean-Luc Mélenchon, pour être très honnête, pour l'avoir croisé sur un certain nombre de plateaux depuis 15 ans, il dit, moi, en matière de République, j'ai la nuque raide. Il le dit plus là aujourd'hui, mais enfin c'est ce qu'il confiait en coulisses. Donc oui, c'est sa structure. Il est vertébré effectivement comme ça. Après, il a été travailler des territoires qui étaient un tout petit peu plus éloignés de cette nuque raide là pendant un temps, et on voit bien qu'il y revient et qu'il est pas mécontent d'y revenir. Juste un mot dans ce qu'il a dit là, il y a le mot ethnique qui quand même est étrange. Un coup d'État ethnique. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a connu, malheureusement. Ça veut dire que quoi? Dans d'autres régions et dans d'autres pays. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? La France blanche s'apprête à mettre la main sur la France? C'est quoi un coup d'État ethnique? Donc ça, c'est sur le fond. Moi, je suis un peu surpris par l'utilisation de ce mot-là. Alors, vous allez peut-être être également surpris par l'utilisation d'autres mots, puisque Jean-Luc Mélenchon, quitte ou pas quitte, bleu, blanc, rouge ou pas bleu, blanc, rouge, laisse et reste Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. C'est donc à lui, à vous, d'opérer la séparation radicale de l'État, de la démocratie, de nos devoirs d'humanité d'une part, d'avec l'argent d'autre part. Les gens, écoutez, c'est maintenant qu'il faut montrer ce que vaut le peuple souverain. Il faut que les bulletins de vote donne le coup de balai qui les fasse, tous sans exception, dégagés. Le coup de balai qui les fasse tous sans exception, dégagés.
du Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la clôture, donc évidemment, ça paraît un peu caricatural quand on prend ces 10 secondes-là. Très sincèrement. Elles sont faites quand même pour être prises. Bien sûr. Si elles sont mises là, même, c'est qu'elles avaient vocation à être prises. C'est ça la com aussi. Et puis ça correspond, il me semble, à une conviction profonde. Et c'est pas très électoraliste, parce que c'est un moment qu'il le répète quand même. Et pas que depuis 5 ans. Bon. Donc, mais très sincèrement, c'était pas l'énergie de l'événement. Je vous invite à regarder les photos qui ont été publiées par les gens sur les réseaux sociaux. Cette communication non maîtrisée reste intéressante. On a beaucoup de gens qui s'embrassent, qui font la fête ensemble, qui sont... Oui, on n'est pas avec le... Oui, il y a eu l'international, il y a des gens qui ont pleuré, des gens avec le poing levé, il y avait des anards un peu plus énervés, il y avait tous... Mais ça restait bienveillant et très sincèrement assez bisounours, en fait. Donc c'était peut-être l'image qui était désirée. Ah oui, complètement. Sauf que ça, vous ne le maîtrisez pas. Bah, je sais pas. Sur 250 000 personnes autour d'une place et plein d'une avenue qui publient en direct des Facebook Live en se faisant des bisous, vous ne le maîtrisez pas. Vous le maîtrisez pas. Mais concrètement, en fait, de Macron à Mélenchon, effectivement, le terme bienveillance s'impose dans le débat versus le parti de l'argent, alors avec ça, Hamon, avec un Macron qui serait un petit peu entre les deux. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'un point de vue sémantique de voir cette évolution aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté bienveillant, suite notamment à la campagne d'Hidalgo aussi, c'était son CARE, je crois que c'est Olivia CARE, votre entreprise aussi, et donc vraiment c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors dimanche, je le disais, c'était hier, et le duel, puisqu'ils sont à couteau tiré dans les sondages, c'est Mélenchon que vous venez d'entendre largement, et de l'autre côté, c'était Hamon. La rue, la Bastille, République pour l'un, Bercy, un magnifique concert et c'était plein pour l'autre. En fin de compte, Bercy, on a l'impression que c'était un peu le Bourget 2012 versus François Hollande. Là aussi, Laura Barthou vous emmène en coulisses. Je vais vous demander de faire du bruit pour notre candidat. 25 000 personnes aujourd'hui à Bercy, réunies autour de Benoît Hamon. Allez Bercy, on peut faire encore plus de bruit. Nous sommes 25 000 aujourd'hui, il est avec nous. Jusqu'à la victoire avec Benoît Hamon. Alors nous allons faire du bruit dans cette élection. Le bruit de la multitude. Le bruit de la multitude qui veut être entendue. Petite inquiétude à mon avis, ce soir c'est citron et miel. Voilà, citron et miel, extraordinaire. Et vous avez vu dès le départ, hop, le boxeur, il monte sur le ring. On le donnait, certains le donnaient, permettez-moi, fini, foutu quand même fin de semaine dernière. C'est qu'on le veuille ou non. Et alors là aussi, en matière d'image et de com, c'est un peu notre rendez-vous. Il est là, il est présent. Ouh là là. Alors. J'aime bien quand il commence comme ça. Hein. C'est parti. La démonstration. Mesdames, messieurs, Laurent Bazin. La campagne de Benoît Hamon a calé après la primaire. Elle a calé. Il s'est occupé ensuite, pendant environ 2 mois, de négocier, j'exagère, 1 mois et demi, 6 semaines, de négocier des accords avec les Verts, avec Mélenchon, etc. C'est-à-dire en donnant l'image, non pas d'un pilote de course, qui est l'image qu'on a envie d'avoir pour un candidat à la présidentielle, mais d'un mécano qui met les mains dans le cambouis. Voilà. Ces thèmes passent pas très bien, plus très bien. Il est revenu en arrière sur un certain nombre de sujets, notamment le revenu universel. Il a patiné sa taxe robot pour rattraper le parti des radicaux de gauche cette semaine, enfin la semaine dernière en l'occurrence, pour pouvoir présenter un programme et ramener autour de lui des gens parce qu'il s'est rendu compte que ça passait pas tout seul. Donc, ça ne redémarre toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un meeting avec 20 000 personnes en disant on a rassemblé 20 000 personnes. C'est très réussi. Il y a 20 000 personnes dans la salle. Enfin, il y avait tout le monde. Non, mais quand je dis tout le monde. Il y avait juste personne du gouvernement à part ça. Il fait applaudir François Hollande et Bernard Cazeneuve. Il faudra attendre vendredi pour que François Hollande, dont on reparlera, dise à ses ministres « Ok, vous pouvez choisir vos candidats ». Oui, mais pas vous pouvez choisir Benoît Hamon. Et donc, au bout du compte, il a fait une très belle démonstration, mais c'est le but du jeu. Enfin, soyons pas dupes de la démonstration. On est bien d'accord. Bon, c'est une très belle com. Qu'est-ce qu'on aurait dit si jamais ça n'avait pas fonctionné ? Bien sûr, le but, c'est de... Heureusement que le Parti Socialiste est encore capable de mettre 20 000 personnes dans une salle entre nous. Quand même. Non mais... À Paris. Bah oui, à Paris, on a frétant des bus, en venant venir les jeunes socialistes qui sont quand même la structure naturelle de Benoît Hamon. Ça, oui, voilà, encore heureux. Donc voilà. Mais ne dites pas au lendemain de ça... Ça y est, il est là, sa campagne a redémarré. Non, on va voir.
Moi, je Pour moi, il a calé. Non, mais c'est Et intéressant on va ce que voir vous dites s'il va parce que redémarrer ou pas. C'est pas parce qu'il a mis 20 000 personnes dans une salle que sa Non, campagne mais ce qui est redémarre. intéressant, c'est comme je disais tout à l'heure au début de cette émission, le débat de ce soir, tous les spécialistes disent la campagne commence, tout va se jouer ce soir. Quand on écoute les mêmes spécialistes ce matin sur Benoît Hamon, et je n'en fais pas partie, disent ah là là, c'est bon, c'est parti, Bien, la je campagne suis en redémarre. désaccord Donc avec vous êtes vos en spécialistes. désaccord et plutôt sceptique. On va commencer parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous parliez du PS, vous parliez de l'ombre parce qu'il y avait une ombre qui récupère l'héritage de François Hollande, qui a décidé peut-être de reprendre quand même ce bateau, même si certains disaient bateau ivre, eh bien c'est Benoît Hamon. Je veux aussi saluer 3 personnes qui, tout au long de ce quinquennat, ont fait primer le service de l'État et la protection des Français sur toute autre considération. Je vous demande de saluer comme il le mérite le président de la République François Hollande, le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Alors on va s'arrêter, Jean-Yves Le Drian. Nous, on a bien écouté, effectivement, pendant les près de 2 heures du meeting pour savoir s'il y avait une suite à cette déclaration. Et on cherchait Manuel Valls. Pas trouvé. Non, mais en fait, il Bizarre. s'est quand même passé un truc hier en termes de communication. C'est très pro. Et du coup, c'était un peu chiant. Et j'étais dans la salle, donc je Ça fait partie de ces fameux meetings que... mais surtout, moi, je m'étais fendu une tribune après son discours d'investiture qui m'avait assez emballé, en disant enfin un candidat qui leur parle d'amour. Parce qu'on avait beaucoup de candidats qui nous parlaient de crainte, de haine, etc., etc. Là, dans les 5 premières minutes, il a parlé de Daesh. Avec une minute de silence pour des attentats qui ont eu lieu il y a 3 ans. Oui, mais enfin. Et donc, il a complètement lâché. un peu porté par une actualité. Je vous trouve très très dur avec lui. On lui reprochait son amateurisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplit une salle, c'est très bien organisé. La jeunesse est en avant. Tout est professionnel. On lui reprochait son manque de stature présidentielle. Qu'est-ce qu'il fait? Il Concert, évoque Daesh. attraction, faut pas oublier tout ça aussi. Juste avant, il avait un déplacement sur la sécurité. Son discours prend un peu plus d'ampleur. Il fait toute la litanie des écrivains dits de gauche, de Victor Hugo, en passant par Jaurès, Costa etc. Gavras, Voilà, et je trouve que c'est plutôt assez bien réussi. Donc, il essaie de démonter en fait toutes les Au critiques secours, ne me laissez pas tout seul. qui lui étaient. Mais oui, Olivier, Je suis assez plusieurs même. d'accord avec Anne-Claire. Je trouve qu'on est assez dur. Il a plutôt réussi l'exercice d'hier. Là où c'est intéressant, c'est le timing aussi, parce que c'est ce soir le débat. C'est hier qu'il a réenclenché, je suis pas bonne en voiture, mais la première pour passer la seconde après avoir calé. Mais c'est ce qu'on Et disait, donc, de il toute est façon, le débat de ce potentiellement soir sur s'est une joué fameuse pour beaucoup et en remontada. termes d'image hier. Il est sur une remontada un peu possible. La séquence entre le meeting d'hier et le débat de ce soir est importante. Il a quand même, il est sorti de son corps, comme on dit en On verra s'il communication s'agit de politique. Monaco, du Il a donné. PSG, ça peut vraiment changer la Rappelez-vous donne. aussi de l'image qui l'accompagne dans son bureau. C'est Mohamed Ali, soit fort comme un Bah, on boxeur a vu ces et images léger au comme un début. papillon. Oui. C'est exactement la Vous avez posture raison de qu'il dire, a. parce que toutes les images comptent, et quand on le voit faire ça, Bien il sait qu'il y a évidemment. une caméra, et il sait que c'est offert. Il est au face média. caméra, Dernière donc chose. voilà, c'est le combattant qui remonte sur le ring. Dernière chose, hier, ce que j'ai trouvé un peu agréable, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu revenu en campagne présidentielle. Il y a des meetings où vrai. on nous parle ni de choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais qui ont un peu pourri la campagne depuis le début. Il y a un peu de sens. Il y a un peu de renouvellement du sens, il y a un peu la gauche qui reprend des couleurs et qui en tout cas se remet devant la scène. Et ce que je trouvais aussi pas mal, c'est une forme, alors je ne veux pas reprendre ce mot de bienveillance parce que à l'inverse, ça m'étonnerait qu'il prône la malveillance. Si vous voulez, moi j'aime pas les mots. Je suis pour l'amour et contre la guerre aussi. La bienveillance c'est bien, la malveillance c'est mal. En revanche, notons que sur Twitter, gauche et droite, jusqu'à l'extrême droite, et tout ça n'est pas gratuit, ont salué la prestation de Benoît Hamon hier, et notamment chez Emmanuel Macron. C'est drôle. Ça a été unanimement salué. Et pourquoi? Pour diverses raisons, à mon avis, chez Macron, c'est plutôt Oui, tactique. c'est parce que quand vous L'extrême droite, gonflez c'est Hamon, piégeux. vous faites baisser Macron. Exactement. Vous pensez que vous faites baisser Macron. Exactement, donc il y a un jeu de vase communicant, mais en tout cas c'était assez fair play hier et il a plutôt bien réussi l'exercice. Juste une dernière chose, il est quand même sorti du gouvernement, il a été en face-à-face avec Manuel Valls. On a un Manuel Valls qui a sorti une tribune redoutable dans le JDD, vous l'avez tous lu, je l'ai lu attentivement, elle est écrite avec des mots qui sont des épées. Elle est virulente cette tribune, la chute est très violente. Il est quand même seul en train de porter un parti socialiste qui sort de 5 ans de gouvernement avec un président qui est absent et un Premier ministre qui dit dans le journal le matin je ne serai pas à tes côtés. Il faut la tenir la campagne. Alors justement, avant de continuer à Ségolène débattre, Royal a vécu ça en 2007. Ouais. et toujours cette ombre de l'héritage et de François Hollande, écoutez le président, parce qu'il est absent peut-être, mais pas totalement. La France, elle est plus forte qu'il y a 5 ans. Alors, puisque
peu le disent, je vais le dire à leur place. Je pense qu'ils voudraient le dire, mais ils n'y arrivent pas. Allez savoir pourquoi. Certains n'y ont pas intérêt. Et d'autres, peut-être que ça leur fait un peu mal. Voilà, effectivement. Au début, vous avez le texte, vous l'avez souligné, cher Laurent, et le prompteur. Et puis après, la digression, le coup de patte peut-être de François Hollande. Ce qui est amusant avec François Hollande, c'est qu'il ne peut pas s'en empêcher. Mais oui. C'est-à-dire qu'il reste un Thomas acteur Saint-Denis, du jeu politique. Et plus que jamais depuis qu'il a dit qu'il ne se représenterait pas. Mais il a dit verse qu'il dans l'humour aussi à chaque n'était fois. pas candidat. Quand on est président et pas candidat, on prend de la hauteur. On va comme François Mitterrand au Parlement européen. Le nationalisme, c'est la guerre, qu'a repris François Hollande d'ailleurs au passage il y a un mois. On sent que François Hollande, il a besoin d'être dans le jeu. Voilà, il boue, quoi. C'est le type, il est même plus coach, il est dans les tribunes, mais en fait, il est encore en jogging et il saute et il dit moi j'ai un truc à vous dire. C'est l'entraîneur adjoint. Il va voir le journaliste, vous voyez, qui est en train de filmer le match en disant moi j'ai un truc à dire si jamais. Non, parce que ils veulent pas dire que quand même j'ai fait beaucoup pour cette équipe, mais j'ai fait beaucoup pour cette équipe. C'est ce qu'il dit. Bon. Donc il peut pas se désintoxiquer. Nicolas Sarkozy disait de la politique quelque chose de très intéressant. Il dit c'est très difficile de retirer l'aiguille. Ben, c'est très difficile de retirer l'aiguille. Alors, des aiguilles, il y en a qui ont été largement balancées. Hier, on va en venir aux candidats, bien évidemment, Hamon, attaque tous azimuts, parce que même si on est dans un grand meeting, en tout cas, ce qu'il faut, c'est penser à l'avenir. L'avenir, c'est ce soir, bien évidemment, mais c'est surtout le premier, voire le deuxième tour de ces présidentielles. On écoute. Je crois que c'est un carcan dangereux, celui dans lequel on tente d'enfermer nos concitoyens. Ce serait soit les candidats rattrapés par les affaires, soit le candidat du monde des affaires, soit le candidat des intérêts cachés, soit la candidate de la haine assumée. C'est cela le vote utile ? Ils prétendent faire barrage au Front National demain, mais ils lui font surtout un pont pour après-demain. En fait, pour revenir sur le débat global, je pense qu'il faut vraiment faire très attention entre ce qu'on juge depuis les rédactions parisiennes et ce qui est la réalité de la France. Il y a quand même des choses qui sont passées sur les derniers, et notamment il y a un chiffre qui est sorti ce week-end, qui sont le nombre d'élus qui ont parrainé des gens. Et en fait, on parlait souvent des gens qui se désintéressent de la politique. On ne peut pas imaginer qu'un élu se désintéresse de la politique. C'est sa fonction même. Et pourtant, plus de la moitié ont choisi de ne pas parrainer quelqu'un parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les gens. 99 députés socialistes n'ont parrainé personne. 99. Non, mais même sur les maires, globalement, qui n'ont pas offert leur parrainage, parce que dans les communes, ils ne se reconnaissent pas dans une logique de proximité. Et là... Ajoutez aussi ce chiffre qui est tombé hier, le chiffre record de l'abstention. Mais bien sûr. Pendant qu'on y est. On est et là, ce qui est choquant, dans le discours... 32% des Français disent qu'ils n'iront pas voter. Ce qui est choquant avec Hamon à Bercy, c'est qu'après avoir fait un discours d'espoir et d'amour extrêmement fort, là, il fait un discours où il parle à Hidalgo, en fait, où il parle à l'interne du Parti Socialiste, il ne parle pas aux gens. Et pour ça qu'on est entre 15 et 20 000 à Bercy, mais en attendant, il s'est déconnecté de sa base, qui sont les gens, et ce qui n'était pas le cas pendant la primaire, parce qu'il n'avait rien à perdre. Donc du coup, il a pris des risques, il a été assez loin, et les gens l'ont entendu. Et là, peu à peu, il est re-rentré dans le sérail du parti. À qui il parlait pendant la primaire, l'ont entendu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il a été déjà... il y a beaucoup de soutien au niveau local. Alors certes, les éléphants migrent, font une transhumance vers Emmanuel Macron parce qu'ils savent que c'est la dernière, avant un petit peu le cimetière des éléphants tout de même. L'image est belle puisque certains périront pendant le parcours. Voilà, pendant le parcours. Mais cela dit, il les rejoint au local. Il parle à la gauche. Allez, on serait tenté de dire la gauche de la gauche. On voit Christiane Taubira derrière qui figure d'icône pour ce mouvement-là. Il parle au cœur des militants. Alors certes, c'est peut-être un discours auprès de son cœur de cible et pas tellement élargi, mais cela dit, ça remobilise un petit peu les troupes. Oui, là où Ludovic, c'est intéressant, c'est vrai, on en parle depuis longtemps, cette espèce de fossé entre le microcosme systémique, médiatico-judiciaire. C'est vrai que c'est intéressant, et parisien, de voir aussi le détail. Il y a eu pas mal de détails sur quel parrainage est allé où. Ça pose aussi des questions sur le positionnement d'Emmanuel Macron, les parrainages. Quand on voit ce qu'on voit en matière de parrainage. Pas de parrainage républicain. Aucun parrainage. 29 députés socialistes ont soutenu Emmanuel Macron sur 35 parrainages, quelques divers gauches ensuite, pas un élu de droite. Et au plan local, Anne-Claire a raison, quand on regarde le crantage d'Emmanuel Macron,
très faible crantage auprès des élus du centre droit et de droite. Seuls 15% des élus républicains locaux ont envoyé leur parrainage en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a donc un soutien national au plan des parrainages et au plan des députés et des parlementaires pour Emmanuel Macron qui était moins fort qu'envisagé. Et il faudra être vigilant ce soir sur le fossé entre ce qu'on va percevoir et la réalité des faits. Moi, sur les 32%, juste une chose, on en parlait la semaine dernière, et je le disais, j'ai très peur, moi, de cette abstention. Il y avait une intervention intéressante de Bernard Sananès qui disait justement aussi, attention, parce que quand on voit tous ces meetings, et je ne sais pas ce que vous en pensez, je voulais vous le demander, mais quand on voit tous ces meetings, moi je trouve qu'il y a quand même du monde. Il y a quand même un relatif intérêt. Et là, je Laurent Bazin disait que réunir 22 000 personnes à Bercy, c'est pas très compliqué. Je ne veux pas minimiser les 20 000 personnes. Je dis juste qu'on a affaire à des militants, ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis pas si sûre. Les militants et les Français, c'est pas la même Exactement. chose. C'est le vrai problème. Moi, c'est le vrai gap. Comme les 200 ou 250 000 entre Bastille et République quand aussi. Quand vous êtes candidat à la présidentielle, il faut à un moment. Ce ne sont pas les Français qui achètent des kits de manifestation. Il faut à un moment aller aux Français. Il faut aller. Celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui, au-delà de sa force militante, qui est très utile dans une campagne, c'est la force de tractage, la force du meeting, etc. C'est celui qui réussit à aller à l'opinion et à passer 2-3 idées qui percutent l'opinion et qui lui font se dire c'est lui. Alors, si vous voulez bien, dans quelques instants, et je vous laisse la parole, bien évidemment, nous allons venir au débat de ce soir. Nous allons savoir si, oui ou non, tout peut se jouer. Mais avant, on continue parce que là aussi, on était hier dimanche et les candidats fourbissaient leurs armes. Il a été attaqué de toutes parts. Attaque, contre-attaque, le candidat, la cible privilégiée, bien évidemment, c'est Emmanuel Macron, le candidat de l'argent, du pouvoir, mais lui aussi a réussi quand même, et c'était hier soir, à planter quelques banderilles. On écoute. Il faut être très clair. D'abord, ça fait un peu Bourget réchauffé. Je vous le dis franchement. Quand on a quelque chose à dire aux Français, quand on a un projet, on le dit et on est positif. Moi, je ne perds pas la moitié ou le tiers de mon temps dans mes rassemblements à invectiver les autres candidats. Quand on a un projet pour le pays, on le porte, on l'exprime, on l'explique, et c'est ça qui va construire les 5 prochaines années. Ce ne sont pas les invectives ou le soupçon. Allons-y. C'est le type qui dit « je ne mettrai pas le feu avec un chalumeau à la main ». C'est quand même stupide. Non mais c'est fou. Il dit « non mais ça fait Bourget réchauffé ». On sent que tu l'aimes beaucoup. Non mais en fait, chaque fois, moi je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Vous avez remarqué. On a même collaboré ensemble sur des sujets, etc. Et il avait une équipe. Ah, on y revient. Il avait une équipe, une DIRCAB au ministère des Finances qui était remarquable, un Panocian que je salue. Ça c'était avant. Non, en fait moi je supporte pas l'imposture. Il faut arrêter de mentir aux gens et de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Qu'il se fasse passer pour ce qu'il est, qu'il assume ses convictions profondes et c'est pourquoi il se présente, et qu'il arrête de se faire passer pour un humaniste, qu'il arrête de parler de bienveillance alors qu'il ne parle que d'efficacité. On ne peut pas avoir un discours basé sur l'efficacité et parler de bienveillance, ce n'est pas possible. Et c'est antinomique. Mais dans votre entreprise, vous pouvez être bienveillant et efficace. Heureusement. Alors, ça dépend ce qu'on entend par l'efficacité. On ne peut pas parler d'efficacité. Pour vos salariés, c'était heureusement toute la pour votre force entreprise. du discours de Hamon quand il dit qu'il n'est pas le PDG du site France, et c'était très bien senti parce qu'effectivement, Macron est sur ce registre-là. Et puis on a besoin de conviction aujourd'hui. Grâce à moi, vous allez devenir député, vous allez devenir entrepreneur, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui était intéressant. Non, puis surtout fondamentalement, et effectivement, je reste entier et passionné, et surtout... Il le faut. Et je veux pas vous faire du populisme ou de la démagogie. Moi, je passe beaucoup de temps dans la rue. Je passe beaucoup de temps avec des gens qui s'engagent, qui essayent de s'en sortir. Je passe mes nuits à faire des maraudes. J'ai vécu dans la jungle de Calais avec des migrants, avec les réfugiés, etc. Donc moi, ce qui m'importe, c'est ça. Vous voyez et ce qu'on peut dire dans les rédactions, ce qu'on peut se dire entre nous, parce qu'on est quand même dans l'entre-soi, on est des privilégiés, on va pas se raconter de bêtises. Ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou ce que disent certains candidats, majoritairement, et la ligne de démarcation de ce soir est très importante, fait beaucoup de mal, en fait, en local, et fait beaucoup de mal en proximité. La politique, c'est quelque chose d'important. La politique, ça correspond à une vision, ça correspond à un projet incarné. Donc on ne raconte pas n'importe quoi sous prétexte d'être élu. C'est très grave de faire ça. Mais t'es violent en disant que tu racontes n'importe quoi, je trouve. Enfin, moi, j'adore ton côté passionné, et j'adore les gens qui mettent les mains dedans, donc je le salue. Moi aussi, je passe du temps dans la rue, pas forcément à marauder dans la jungle de Calais, mais j'écoute aussi les gens, et notamment en province. Voilà. Donc il a quand même, hyper virulent. Mais sur la colonisation, il dit tout et contraire entre novembre et février. Oui, mais les paradoxes, c'est quand même assez souvent manié par les politiques. Et surtout, il y a zéro conviction politique. C'est un type, il y a un an, personne ne le voyait arriver là. Ah si, certains le remarquent, beaucoup le remarquent, ces détracteurs le remarquent. Je vous propose, on va revenir sur le débat, parce que ce soir, ce sera l'enjeu du débat, et je laisserai la parole à Laurent Bazin qui sourit. Mais si, je vous vois, je vous connais, bien évidemment. Regardez, on est vraiment dans la com', on est vraiment dans l'image.
image, fin de meeting des frères ennemis. Allez dans ce moment historique, réconcilier les Français, non seulement avec la gauche, mais avec la République. Allons ensemble jusqu'à la victoire. Vive la gauche! Vive le grand peuple de France! Vive la France! Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Alors ce sera peut-être moins passionné ce soir sur le plateau de TF1, retransmis bien évidemment 21h également sur LCI, mais on est dedans, c'est là. Oui, enfin, sauf qu'ils seront 5, donc ça ne va pas se jouer entre deux. Hein. Ce qui serait intéressant à suivre ce soir, c'est l'effet de meute. Moi, ça m'intéresse de savoir si l'effet de meute qu'on voit, qu'on entend dans les meetings, notamment ciblant Emmanuel Macron, et qui, contrairement à ce qu'on pense, le sert. Parce que quand vous désignez tout d'un coup un unique adversaire, que vous êtes le 4 émissaire ou 11, pardon, bien évidemment, 10 de tout le champ politique, et il y a une empathie qui se crée, ça devient Emmanuel Macron. sympathie. En vérité, vous montrez aux gens que ce type est important. Souffrir avec. Donc je pense que ça le sert. Donc est-ce que l'effet de meute sera là? Est-ce que ce sera beaucoup plus dosé? Ce que moi je crois. Quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus dosé, où chacun aura à cœur à passer aux Français ses idées. Ce que disait Emmanuel Macron, il n'a pas tort, même s'il le dit juste après avoir démoli le Bercy de Benoît Hamon. Vous avez raison là-dessus. Mais voilà, est-ce que ce sera ça ou est-ce que ce sera un match de catch? Et est-ce que ce sera un match de catch avec une cible qui sera Macron ou est-ce que la cible peut être Marine Le Pen? Marine Le Pen souhaite que l'effet de meute soit sur elle. Bien évidemment, mais comme toujours. Oui, voilà. Et puis l'autre test pour Emmanuel Macron, c'est qu'il faut savoir s'il est capable de résister à la charge, sans s'agacer et sans s'énerver. C'est le vrai doute quand même qui est la souligné par tout le monde maintenant. depuis des semaines, puisqu'il y a eu même des rumeurs comme quoi il ne voulait pas débattre. Il sera là ce soir, bien évidemment. C'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est d'apparaître tout de suite comme le leadership sur les 5. C'est d'essayer de faire en sorte que les autres prennent la parole et d'aller en contradiction. Quel est le rôle? Comment on doit se préparer à ça? Il a plusieurs objectifs et ce soir, c'est quand même vers lui que pas mal de regards vont converger, puisqu'on l'a jamais vu débattre. Je pense qu'ils ont dû lourdement se préparer, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait de débat en primaire. Et des débats, ça se travaille. Je pense qu'une de ses grandes chances, c'est une forme de célérité. Il va quand même assez vite, et donc je pense que dans les questionnements, il pourrait être assez réactif. Comme le dit Laurent, en revanche, il a des gros pièges devant lui. Comment, et est-ce que c'est un piège, ne pas être la cible de toutes les attaques? Il a quand même tout pour être le punching ball. Mais ça peut aussi être une opportunité, puisque ça donne une posture de victimisation, en tout cas d'attaque. Oui, mais dans ce cas-là, on perd quand même du temps à se battre contre les autres et à ne pas... Et je pense qu'ils ont préparé beaucoup ça au sein du QG d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire sa capacité à se faire taper dessus. Et je pense qu'on va être étonné. Et je pense qu'on l'a déjà vu hier, je ne sais pas si vous l'avez vu au JT de France de hier, dans son démarrage, il a quand même été hyper offensif vis-à-vis de Laurent Delahousse. Il a été d'une offensivité incroyable. Après, mais la journée de dimanche est extraordinaire, hein, c'est pour ça qu'on en parle. Elle a été le préparatoire, le laboratoire de ce qu'on va voir ce soir. L'enjeu pour lui, ça va être le temps. L'enjeu, ça va être le timing de s'habiller. 2 minutes, c'est hyper court. 1:30 pour pas se faire couper. 1:30 pour Macron, c'est hyper court. 1:30 pour Macron, c'est hyper court. Ça va être difficile. Parce qu'à 1:32, tout le monde va lui en tomber parlant d'1:30, nous, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle quand même de quelqu'un que tout le monde attend ce soir. Lui s'est mis en retrait pendant 3 jours pour préparer. Il a juste changé de slogan de campagne. François Fillon, bien évidemment. La position d'un François Fillon, comment ça se prépare quand on est communicant? Un Fillon n'est pas mauvais en débat, on l'a vu pour la primaire. Effectivement, sa stratégie Il dit que justement il a gagné cette primaire grâce au débat. Sa stratégie de sparring partner est intéressante parce que justement il permet de confronter ses idées, d'avoir du répondant en face, etc. Je pense qu'il y aura un pacte de non-agression sur les affaires entre les candidats, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt intérêt à mettre l'emphase sur leur programme, même si ça risque par moment évidemment de catcher un petit peu, pour reprendre la métaphore qui est un petit peu celle de Roland Barthes aussi. J'attends de voir ce qui va se passer, mais je pense que voilà, le programme va tenir vraiment le haut du pavé, et ils vont essayer de faire passer 1 à 2 idées maximum. C'est amusant parce que je vous sens là
étonné, intrigué, curieux de ce débat ce soir, comme s'il pouvait y avoir des nouveautés? Vos images sont parfaites et résument super bien, et notamment en parlant de Fillon. Et là, le montage qui a été fait est très très bon, parce qu'en fait, la politique, encore une fois, c'est une affaire de conviction. Et il y a deux zones où vous pouvez puiser vos convictions. Soit dans vos tripes, soit dans ce que vous imaginez. D'accord ? Quand vous avez puisé vos convictions dans ce que vous imaginez, vous partez dans les aigus. Et quand vous puisez vos convictions dans vos tripes, vous restez dans les graves et très ancrés. C'est une mécanique naturelle de la voix, tous les chanteurs vous l'expliqueront. C'est vraiment... Donc ce soir, celui ou celle qui part dans les aigus... a perdu, c'est ça. C'est The Voice ce soir. Non, en fait, c'est qu'on est complètement dans la représentation et l'image, et sur des choses qui ne sont pas incarnées. Et déjà dans les images, dans ce que vous avez montré, c'est brillant et ça se remarque très bien. Et ce soir, ça sera le même cas. Je pense que par exemple, Fillon, sur lequel on tape, lui, c'est vraiment renforcé grâce à ça. Et en plus, il va sur des convictions profondes. Marine Le Pen, malheureusement, elle a des convictions profondes. Et il y a quelques autres candidats qui ne le sont pas. Et là, ce soir, il me semble que s'il y a deux lignes, c'est entre un projet de société sur la performance ou sur l'humain, et si je vous suis, entre les candidats de fond et les candidats de télé-réalité. Exactement. Oui, on peut avoir du fond en télé-réalité. Il y a des gens qui ont passé 15 ans à faire de la scène en coulisses et qui tout d'un coup explosent sur une télé-réalité. Ouais, mais le fond de la télé-réalité sont pas très bons. On en a vu, y compris sur TF1. Donc tout à l'heure, je vous disais, ce sera votre mot de la fin, mais très rapide. Surprise ce soir ou pas surprise dans ce débat? Attendez, on verra demain. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a potentiellement matière à surprise? Il peut se passer plein de choses dans un débat. Ou est-ce que, encore une fois, on attend trop d'un rendez-vous? Oui, bien évidemment. Si votre idée, c'est de dire, est-ce qu'à l'issue de la grand-messe de ce soir, on aura un pape? Eh bien non, on n'aura pas de pape. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain, même heure, même endroit. On verra s'il y a un pape ou pas de pape, qui a gagné ou pas. Il y aura des sondages, les coulisses, là aussi. Ça sera dans la médiasphère. À demain, mais avant, on se quitte en retournant à l'école. Vous allez voir, il y a les bons, les mauvais élèves, mais en tout état de cause, la politique, qu'est-ce que c'est bien préparé. Conjuguer le verbe élire au futur antérieur. Putain, c'est mortel. On est à l'école, pas de game. C'est mortel, votre truc, au futur. Tenzin, pardon. Why did you wait so long to announce your platform? Was it strategic? Yes. But how do you speak English so well? My father is American. Ah, okay. So your father is American first. He traveled to Tibet and gave you such a name. So you're a future global leader. Si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le roi. Phénix des ours de ces bois. Ah, je me rappelle pas que j'étais phénix. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai le droit d'ouvrir? Oui. C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Oh là là, des chaussettes. C'était votre émission La Médiasphère avec Belle Demeure, site référent de l'immobilier de prestige. Le Grand Soir vous présente à la une des Échos avec Dominique Seux du journal Les Échos. Découvrez en avant-première les titres qui feront l'actualité. À la une des Échos, c'est du lundi au jeudi à 21h10 sur LCI. Retrouvez tout